Vera Sharav. J'espère que j'ai bien prononcé votre nom. C'est bien ça, hein? Vous m'entendez là? Oui, merci, j'entends bien. Oh, je suis très heureux que vous soyez avec nous. Je suis désolé, excusez-moi, vous avez entendu ce que nous avions dit avec le docteur Mike Eden. Nous étions d'accord, nous pensions qu'il est vraiment important que les gens entendent des avertissements de personnes comme vous. Malheureusement, je sais où tout cela va nous mener. Pouvez-vous... bon, je sais qui vous êtes, nous savons qui vous êtes. Enfin, on devrait savoir qui vous êtes. Donc... J'aimerais éclaircir un point. Vous savez, parce que j'ai un point de vue différent de celui des autres. En tant qu'enfant survivante du régime nazi, j'ai appris les leçons indélébiles sur la nature du mal. Je connais les conséquences d'être stigmatisé, diabolisé en tant que propagateur de maladies. Mon point de vue est éclairé par ma propre expérience, le dossier historique et les preuves empiriques. Nous étions tenus, comme le savent les Allemands, de porter une étoile de David pour nous identifier. Pour séparer les Juifs, les lois d'exclusion empêchaient la famille de vivre normalement, assister aux activités ordinaires. Nos biens ont été saisis. Nous étions interdits de participer à toutes les activités éducatives, religieuses, culturelles. Les rassemblements de voyage étaient interdits aux Juifs. Donc là, il n'y avait pas d'échappatoire. Ces souvenirs douloureux de mon enfance m'ont sensibilisé à la menace posée par les diktats actuels restrictifs du gouvernement. Vous savez qu'en 1776, Benjamin Rush, un médecin et signataire de la Déclaration d'indépendance, prévoyait les dangers de la médecine, s'organisant comme ce qu'il appelait une dictature secrète. Sous le régime nazi, les normes morales étaient systématiquement anéanties. La profession médicale et les institutions ont été radicalement transformées. La science académique, les militaires, l'industrie et la médecine clinique étaient étroitement liés, comme ils sont maintenant. Le système nazi a détruit une conscience sociale au nom de la santé publique. Les violations contre des individus et des catégories d'êtres humains étaient institutionnalisées. La politique de santé publique, axée sur l'eugénisme, a remplacé l'attention du médecin pour le bien-être de l'individu. Les institutions professionnelles de la médecine allemande étaient perverties. Les politiques de santé coercitives violaient les droits civils et les droits de l'homme. Des méthodes criminelles étaient utilisées pour forcer ces politiques. La propagande nazie a utilisé la peur des épidémies infectieuses. Diaboliser les Juifs en tant que propagateurs de maladies, en tant que menace pour la santé publique, c'est une caractéristique de l'antisémitisme que de faire passer le peuple juif pour une menace existentielle. Au Moyen-Âge, on leur imputait la peste bubonique, la peste noire. La propagande et la peur étaient les armes psychologiques. Les nazis imposaient un régime génocidaire. Et aujourd'hui, certains commencent à comprendre. Pourquoi les Allemands ne se sont pas soulevés? La peur les a empêchés d'agir de la bonne manière. Les mesures sanitaires sont aujourd'hui un important pas en arrière vers une dictature fasciste et un génocide. Le gouvernement dicte les interventions médicales. Ceci porte atteinte à notre dignité ainsi qu'à notre liberté.
Il s'agissait d'abord d'obligations de vaccination pour les enfants, maintenant c'est pour les adultes. La dure leçon de l'Holocauste, c'est que chaque fois que les médecins unissent leurs forces avec le gouvernement et s'écartent de leur engagement clinique professionnel, la médecine humanitaire et bienveillante se transforme en un appareil meurtrier. Vous connaissez la raison pour laquelle les Grecs ont créé les écoles de médecine? Avant d'intégrer l'école et de pouvoir prêter le serment d'Hippocrate, c'est parce qu'ils savaient qu'en médecine, on acquiert suffisamment de connaissances sur la façon dont vous pouvez tuer. Et ils ont dû promettre qu'ils ne feraient aucun mal, sinon ils n'étaient pas autorisés à fréquenter l'école de médecine. Je pense qu'ils étaient en avance sur nous dans la compréhension de la nature humaine. Absolument, oui. Ce qui distingue l'Holocauste de tous les autres génocides de masse est le rôle central joué par le système médical. L'ensemble du système, à chaque étape du processus meurtrier, a été approuvé par la médecine universitaire et professionnelle. Des médecins, institutions, sociétés médicales prestigieuses ont permis de légitimer les meurtres de masse des civils. T4 a été le premier projet de meurtre médical industrialisé de l'histoire. Les premières victimes ont été des nourrissons allemands handicapés et des enfants de moins de 3 ans. Ils ont été identifiés par des sages-femmes qui ont signalé leur existence aux États. Les victimes suivantes étaient les malades mentaux suivis des personnes âgées dans les maisons de retraite. Les opérations meurtrières étaient méthodiques et suivaient à la lettre un protocole très particulier. Des questionnaires ont été envoyés à tous les établissements psychiatriques, recueillant des informations détaillées à propos de chaque patient. Un comité de 54 psychiatres décidait de vie ou de mort pour chaque patient. L'objectif de T4 était d'éliminer le fardeau économique de ce régime où les médecins déterminaient qui étaient les inutiles. Et c'était aussi pour vider les lits, pour faire de la place aux soldats blessés pendant la guerre. Le T4 a également servi de terrain d'essai pour divers produits chimiques et pharmaceutiques mortels. Les bénéficiaires financiers du génocide nazi avec l'élite des entreprises. Le bilan de cette collaboration avec les régimes génocidaires n'a jamais cessé. Sans le soutien financier des banquiers de Wall Street et la collaboration de grandes entreprises américaines, allemandes et suisses, ont fourni les produits chimiques, industriels et technologiques, le matériel avec lequel Hitler n'aurait pas pu accomplir ses opérations meurtrières sans précédent. Parmi les entreprises qui ont profité de l'Holocauste, Huile Standard, à Chase Manhattan, tous deux appartenant à Rockefeller, IBM, Kodak, Ford, Coca-Cola, Nestlé, BMW et bien sûr IG Farben et Bayer, ainsi que Hershey's. IG Farben était le plus grand profiteur de la Seconde Guerre mondiale, utilisant des patients d'Auschwitz comme esclaves. Les médecins ont effectivement envoyé ceux qu'ils jugeaient capables d'être des esclaves aux usines d'hygiène et aux mines. Ils avaient ainsi leur propre camp. La technologie IBM a facilité la mise en œuvre rapide du recensement des données de l'Holocauste. Elles étaient contenues dans des cartes perforées d'ordinateurs IBM. Les Juifs d'Europe ont été rapidement identifiés, victimes de ségrégation, déportés, traqués, emprisonnés, tatoués, mis en esclavage
et exterminés. La pandémie de Covid-19 a révélé l'eugénisme des politiques de santé publique conduites dans l'Europe de l'Ouest et les États-Unis. C'est un effrayant recommencement du T4. Les directives gouvernementales aux hôpitaux et aux EHPAD ont condamné à mort essentiellement les personnes âgées. En Europe et aux États-Unis, les hôpitaux ont reçu l'ordre de ne pas traiter et de ne pas fournir de traitement médical, y compris l'oxygène aux personnes âgées dans les EHPAD. Plusieurs gouverneurs américains ont envoyé des personnes âgées infectées aux EHPAD, sachant qu'il leur manquait des garanties essentielles pour empêcher la propagation du virus. Avant son émission, le décret qui a envoyé 15 000 êtres humains de plus à mort, le gouverneur Cuomo de l'État de New York a prédit que le virus serait comme le feu, à travers l'herbe sèche dans les maisons de retraite. La corporation des médias, Académie des sciences, a décerné un Emmy au gouverneur Cuomo pour ses performances télévisées qui ont été facturées comme... Qu'est-ce qu'ils ont construit? Car il y a toujours un euphémisme. Ils donnaient la progression des événements du virus, ce qui se faisait, et l'implication était que la Maison-Blanche ne le faisait pas. Alors il le faisait pour eux. Briefing après briefing, c'était le terme utilisé. Bien sûr, nous avons découvert, depuis que le gouverneur rapporte que tout était un mensonge et qu'il a caché, le nombre de morts afin qu'ils sachent quand les gens cachent un crime, ils savent que c'est un crime. Ah oui, c'est très choquant d'entendre ça encore une fois. Et vous voyez, dans ce contexte, voir ce qui se passe en ce moment, c'est tout simplement horrible. Et Viviana a fait remarquer que son grand-oncle, son grand-oncle était un prêtre. Et il a essayé et prêché, il voulait protéger les gens mais de ce programme T4. Et finalement, lui aussi, il a été mis dans un camp de concentration et il est mort là-bas. Alors, elle sait très bien elle-même ce que tout ça veut dire. Elle a été personnellement touchée. Et j'espère que cette fois, nous aurons un autre résultat, différent. Je suis sûr que nous le ferons. Ça ne va pas se passer sans un combat très très sérieux. Il faut se battre. Oui, très sérieux. Bon, laissez-moi continuer et vous pourrez me poser des questions un peu plus tard. En 2006, lors de l'épidémie de grippe aviaire H5N1, un panel de responsables de la santé publique a conseillé à l'administration de Bush des quarantaines et fermetures, verrouillage mesuré. Leurs recommandations d'envisager ces confinements ont été complètement rejetées par le docteur Donald Anderson, qui était reconnu pour ses traitements à succès, entre autres contre la variole. Et il a écrit un rapport. Il était l'auteur principal parmi 3 autres. Le rapport était en opposition à ce qu'il appelait « mesures non scientifiques ». Et c'est ce qu'il a dit, je cite. « L'expérience a montré que les communautés, face à des épidémies ou à d'autres événements indésirables, réagissent mieux avec moins d'anxiété lorsque le fonctionnement social normal de la communauté est le moins perturbé sur le plan politique. Les dirigeants en santé publique, pour rassurer et assurer que les services de soins médicaux nécessaires sont fournis, sont des éléments critiques. Si l'un ou l'autre est considéré comme moins qu'optimal, une épidémie gérable pourrait évoluer vers une catastrophe. Aujourd'hui, le débat est interdit.
Un médecin n'a pas le droit de dire que le virus est exploité pour maintenir un état de peur. Les confinements se sont avérés un outil très efficace pour le contrôle social, mais ils n'ont pas réussi à changer le cours du virus. L'évolution du virus. Les gens sont conditionnés à se soumettre passivement aux diktats du gouvernement. Les enfants privés d'éducation sont conditionnés à se méfier des gens. Les masques obligatoires sont insidieux. Sont d'insidieuses armes psychologiques. Ils rabaissent notre dignité en tant qu'humain, en tant qu'être humain. Ils n'aident pas à soigner telle ou telle épidémie. Ils sont l'équivalent symbolique de l'étoile jaune. Étude après étude ont révélé que les confinements ont détruit des millions de vies et de moyens d'existence, ont jeté des millions de personnes dans la pauvreté. Même le Wall Street Journal a concédé que les confinements ne valaient pas la peine. Cependant, pour les oligarques mondiaux, la pandémie de Covid a été une aubaine. Les milliardaires américains ont augmenté leur vaste richesse personnelle de 2,2 billions de dollars. Juste en 2020. Donc je suppose que nous ne pouvons vraiment pas négliger la forte incitation financière pour les confinements. Ils détruisent la concurrence de toutes les industries locales dans la plupart des villes. Nous avons certainement fait faillite. Nous sommes censés n'acheter que au grand Amazon. Tout ça est planifié. Les médecins, les scientifiques, qui expriment leurs opinions, qui contestent les diktats officiels, sont traités comme hérétiques. Ils sont menacés de perdre leur gagne-pain. Quiconque remet en question la sécurité des vaccins, qui ont été précipités pendant l'opération Warp Speed, est muselé et vilipendé par les médias. Les contrats concernant les vaccins contre le Covid-19 dans le cadre de l'opération Warp Speed sont complètement confidentiels. Ils ont même utilisé un entrepreneur intermédiaire qui travaille pour l'armée afin que ces contrats ne puissent être acquis en vertu de la liberté de la loi sur l'information. Ils ne sont pas soumis au gouvernement. Pourquoi le secret? Pourquoi ce secret? Pourquoi le PDG de Pfizer a vraiment essayé de faire chanter l'Argentine jusqu'au Brésil? Certains peuvent analyser ce qui est financier par un raisonnement pour vouloir un contrôle et l'assurance aussi absolue que possible qu'il ne pourrait pas être poursuivi, dans la mesure où il les oblige à céder leurs bases militaires, leurs banques et à souscrire une assurance dans d'autres pays. Alors, que signifient toutes ces garanties? Pourquoi? Que savent-ils dans les données que nous ne savons pas? S'il n'y a rien à cacher, pourquoi sont-ils si anxieux? Peu importe que les gouvernements leur aient donné l'immunité. Ils ont déjà l'immunité. Ce n'est pas assez. Bill Gates a déclaré en 2020 que la solution finale à la pandémie
sera un vaccin. Vous pouvez interpréter cela autrement, bien sûr, mais c'est sa référence, et c'est assez vieux. Mais en d'autres termes, c'est une sorte de solution finale. Pour garantir le respect des vaccins Covid par les gouvernements, ils ont institué des mesures agressives sans précédent. Il s'agit avant tout d'assurer de grosses rentrées d'argent. Ils parlent déjà des vaccins comme étant requis chaque année. C'est encore une fois le directeur Pfizer qui décide. Pourquoi pas? Ils n'ont même pas encore encaissé. La vaccination n'a commencé qu'à la mi-décembre. Leurs bénéfices ressemblent à fin 2021. Pourquoi pensez-vous que cela se produit? Pour quelles raisons ces corporations autoproclamées, ces élites politiques, enfin je pense que les élites politiques ne jouent pas vraiment un rôle ici, la plupart d'entre elles sont juste des pions, des idiots plus ou moins stupides, mais pour quel but ultime ont-ils fait ça? Lire le Great Reset de Klaus Schwab. C'est aménagé. Oui, c'est aménagé et c'est essentiellement pour finir le travail. Seulement maintenant, c'est global. Oui, c'est pour aller au-delà d'Hitler. Hitler n'a regardé que l'Europe et a pris le contrôle de la Russie. Il ne pensait pas global. Maintenant, c'est global. C'est à propos de la réduction de la population, qui a toujours été l'objectif des oligarques. Depuis John D. Rockefeller, ils contrôlent la puissance, la technologie. Celle d'aujourd'hui est bien supérieure aux cartes perforées d'IBM. Ce qu'ils font avec ce virus est d'instituer une oppression absolument sans précédent. Une répression qui nous emprisonne dans nos maisons. Ils vont vous traquer, vous surveiller. Vous savez, les passeports verts, c'est pour maintenant. Ils sont mis en place pour avoir une société d'apartheid, à deux classes. Une classe est privilégiée, l'autre insultée et discriminée. Cela vous rappelle quelque chose? Les camps de détention. Des ghettos suivront-ils? Et comment les gens étaient tués? Les nazis utilisaient bien des tatouages pour identifier les juifs et les traquer, pour qu'ils ne s'échappent pas. Eh bien maintenant, nous avons même une surveillance de suivi invasive par la technologie. Elle a été développée grâce à Bill Gates. Il les a financés, notamment les tatouages à puce. Maintenant, cette grande réinitialisation est le projet directeur. Tout comme Hitler avait un grand projet, la grande réinitialisation, ou le nouvel ordre mondial, ou la 4e révolution industrielle, c'est un plan, et c'est au grand jour. Et vous savez qui l'a publié? Le Covid, comme l'a indiqué lui-même Klaus Schwab, a fourni une merveilleuse opportunité de réinitialiser. L'un de nous a-t-il donné son consentement éclairé à une réinitialisation du monde? Eh bien, ne devrions-nous pas être consultés? C'est vrai que c'est allé trop loin. Docteur, vous avez parlé, avant que je termine, vous savez, 10 minutes sur la façon dont les agences gouvernementales donnent un laissez-passer sous le radar. Et qu'est-ce que c'est? Ils sont les oligarques qui possèdent déjà les gouvernements. Je ne crois pas que la façon dont ce virus, Covid,
Le virus n'est pas le problème. C'est l'eugénisme qui est le problème. Cela ne s'est jamais arrêté. Et cette classe, les élites, se prennent pour des êtres supérieurs et pensent que nous sommes des êtres inférieurs. Et c'est ce qui les motive. Bien, l'argent bien sûr, mais surtout le pouvoir. Le pouvoir, c'est comme une drogue. Il y a des gens qui sont absolument mauvais. Ils ne reconnaissent pas l'espèce humaine comme un tout. Et une fois que vous commencez à avoir ces deux systèmes de classe, vous ne pourrez pas empêcher un holocauste mondial. Et ils peuvent le faire à distance. Clic, clic. Si nous les laissons faire. Maintenant, je veux, au cas où vous n'en auriez pas entendu parler, c'est terriblement important. Parce que c'est un nouveau et documenté rapport d'enquête qui vient de sortir en février sur les valeurs de la famille Schwab. Vous devez le lire. Père et fils, chacun a collaboré avec des régimes génocidaires et cela comprend la force atomique, cela comprend les nazis, une génération, un continuum par le soleil, y compris le traitement du régime d'apartheid sud-africain. Vous devez le lire et vous devez l'interviewer et obtenir ces documents. Il a documenté et je le cherchais et je n'ai rien pu trouver sur le site web. Tout a été effacé. Rien sur le site. Rien sur Klaus Schwab avant 1970. L'homme est né en 1938. Et puis quand il est apparu, soudainement, si je ne connaissais pas ses 20 doctorats, Harvard, et qu'il a embrassé, je veux dire, c'était juste un continuum. C'est lui qui fournit le raisonnement intellectuel. Et vraiment, c'est un protocole. La manière dont ils vont procéder. Ils ne veulent pas seulement nous contrôler, en nous disant maintenant à quelle distance nous tenir l'un de l'autre, et comment porter le masque. Tout ce qu'ils veulent aussi contrôler, c'est notre esprit. Ils veulent connaître nos pensées. Et ils ont déjà manifestement la technologie que vous connaissez, qui va bien au-delà de ce qu'elle devrait, tout comme la médecine possède déjà. Tout comme le gouvernement. Le gouvernement ne devrait pas interférer dans nos vies personnelles, dans nos choix médicaux. Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Ça a commencé avec les nazis? C'est vraiment pourquoi mon espoir, puisque je suis encore en vie, je n'aurais jamais pensé être encore vivante pour avoir à nouveau peur. Des mêmes éléments. J'ai peur des mêmes gens. Je pense qu'en tant que juif, juive qui était persécutée sous ce régime, je crois que vous, Allemands de cette génération, devez mener ce combat. Nous sommes connectés. Nous étions les victimes de vos ancêtres. Nous sommes les auteurs. Nous devons maintenant travailler ensemble parce que chacun de nous, et il y a là, je suis sûre, un souvenir qui se transmet parmi les Allemands. Nous devons nous connecter et dire, cette fois-ci, nous ne les laisserons pas s'en tirer. Parce que c'est vraiment pire. Nous ne les laisserons pas s'en tirer. Vous avez raison, on a parlé avec Noémie Wright la semaine dernière de ce fameux passeport numérique, ce passeport vert. Ce qu'il peut faire, ça va nous transformer en tout. C'est vraiment horrible. Ils nous transforment en ce qu'ils veulent. Tu sais qu'il y a des visionnaires
Il y a des gens que tu connais, des livres qui ont été écrits, et oui, je veux dire, ces choses qu'ils comprennent. Des choses. Tu sais que les artistes saisissent les choses avant le reste d'entre nous. Et la tragédie était vraiment... Vous savez, il y avait des gens, par exemple un leader, une autre personne que je dois confronter, qui a mis en garde les Juifs européens en Europe de l'Est. Sortez, quittez vos maisons, partez en vacances. Et bien sûr, la plupart ne l'ont pas cru. Vous connaissez les théoriciens du complot. Ils ne l'appelaient pas comme ça à l'époque, mais de quoi parle-t-il? Personne ne le croyait. Heureusement, le père de mon mari l'a pris au sérieux. Il a quitté la Lituanie, il est allé en Israël et ensuite a amené sa femme et son bébé. Et ils ont été sauvés grâce à ça. Oui, je pense que ça va se passer à peu près de la même manière. Sauf que cette fois-ci, il est temps que nous les arrêtions et pour de bon. Vraiment, oui. C'est drôle, mais c'est probablement pas une coïncidence. On a parlé avec un certain nombre de personnes qui sont juifs ou israéliens, et il y a une coopération vraiment étroite ça vient et ça continue, je pense. Et vous avez tout à fait raison, c'est que nous devons travailler ensemble pour arrêter ça. Mais je sais que l'autre jour, avec l'un des avocats qui exige que ce soit réglé, nous avons mis en place une coopération juridique internationale. Ça marche vraiment très bien, y compris les Australiens, parce que les Australiens, les Canadiens, les Américains, parce que nous avons besoin de ce système juridique, parce que c'est le seul, cet outil de puissant des class action. C'est un outil très puissant en pré-procès, qui est le meilleur, qui est la meilleure loi, la preuve que quiconque a jamais eu. Notre ami Michael Shinwood est un avocat canadien qui travaille avec les peuples autochtones depuis 2 ou 3 décennies maintenant. Et il dit qu'il est d'accord avec vous. Nous allons déposer une class action collective internationale, mais cette fois-ci pour les enfants. Seulement pour les enfants. Et il dit, c'est lui bien sûr, il se rend compte que les précurseurs, on est les précurseurs de ce qui s'est passé dans le Troisième Reich. Mais il dit que cela va au-delà, parce que il a commencé à représenter les peuples autochtones, et ils ont toujours été la cible des fantasmes génocidaires. Il dit, je pense que vous serez d'accord avec lui, que ce n'était que nous ne sommes que des Indiens maintenant. Tous les Indiens, c'est probablement ce que nous sommes. C'est pourquoi c'est mondial et qu'il faut que nous unissions nos forces et que nous collaborions pour arrêter cela. Vous savez que l'un des dangers en ce moment est que tout comme dans les années 30, politiquement, les factions se battent. Tout est mis en place. Vous voyez bien avec le mouvement Black Lives Matter, sauf en santé publique. C'est le racisme institutionnalisé. Pour détourner l'attention de ce qu'ils font vraiment. La chose que j'espère que vous ferez avec vos recours collectifs, c'est d'utiliser absolument la citation de Nuremberg. Utilisez ce code de Nuremberg. Je veux dire, encore une fois, vous et moi avons une bonne raison de compter sur cela. Et vous savez que cela a été cité. Je sais que j'ai été impliqué dans 2 cas aux États-Unis, où les juges, vous savez, l'ont cité et utilisé. Et personne n'a jamais contesté la beauté du code Nuremberg. C'est pourquoi tous ceux qui sont de l'autre côté, vraiment, en particulier les fonctionnaires de la santé publique, détestent le Nuremberg. Vous savez qu'il y a celui de l'Helsinki, mais il est un peu flou, parce que le Nuremberg ne peut pas être changé. C'est comme les 10 commandements. Vous savez, Nuremberg, c'est une décision de justice qui n'a pas été contestée, Et ils ne savent pas quoi en faire. Vous voyez que c'est le problème.
Helsinki, comme vous le savez, change toutes les quelques années en fonction de ce qui va bien, de ce qui ne va pas. Non, le Nuremberg dit que vous êtes un sujet, pas un participant. Et ce sont des expériences, pas des études. C'est le langage qui est terriblement important. En santé publique, il y a beaucoup d'euphémismes, jamais de simplicité. Quand ils veulent faire une expérience de pesticides sur des enfants, ils appellent ça des acclamations. Lorsqu'ils ont expérimenté sur des nourrissons prématurés, où dans un cas, certains ont reçu beaucoup d'oxygène et d'autres très peu, quelques 23 bébés ne seraient pas morts s'ils avaient été pris en charge régulièrement. Ils appellent ça du soutien. Et vous savez, les femmes sur le point de donner naissance pensent « Oh, cela signifie qu'ils vont me soutenir dans cette période difficile. Vous savez, c'est un bébé prématuré, j'ai peur. » C'est comme ça qu'ils les ont amadoués. Et bien sûr, dans ce genre d'expérience, oui, ce sont des Noirs et des Hispaniques. Oui, j'en ai parlé, bien sûr, avec Michael Shinwood, qui m'a alerté sur le fait qu'il y a à peu près 100 ans, les Indiens canadiens, probablement les Indiens américains aussi, ont été utilisés pour toutes sortes d'expériences médicales. Puis j'ai parlé avec un vieil aborigène australien. Il soutient un groupe d'avocats qui luttent contre cela en Australie. Et il m'a dit, c'est dans les années 40, quand ils étaient enfants, que sa mère était assez intelligente pour se rendre compte et comprendre le danger de ce qui se passait par les vaccins à l'époque. Ils vaccinaient les aborigènes, ils s'en servaient comme des cobayes. Il a dit que sa mère les avait amenés comme enfants à chaque fois à se déplacer en fonction des vaccinations. Et du coup, tout le monde est mort, sauf lui. Et tout le monde est tombé gravement malade. Et j'ai commencé à réaliser ce qui se passait. Je pensais que c'était la pire chose de tous les temps, cette série de crimes contre l'humanité jamais commise. Et nous allons tous devoir maintenant regarder en arrière. Nous allons devoir utiliser le code de Nuremberg, car c'est vraiment le plus important. Le procès de Nuremberg. Vous savez, il y a un couple israélien dans lequel je suis en contact, qui a déposé une plainte auprès du tribunal international. Des bonnes personnes, oui, je vais devoir leur parler à nouveau. Mais comme vous pouvez le voir, cela semble fonctionner, mais personne ne peut le faire par lui-même. Il faut que ce soit nous tous. Il faut que nous unissions nos forces pour combattre cela ensemble. Je suis d'accord, c'est très important de ne pas être divisé. Mais tout est écrit. Vous voyez que vous pouvez utiliser le plan directeur. C'est là où ils vont. Ce n'est pas seulement cette personne, Klaus Schwab, qui dirige. Il l'a initié, mais c'est une cabale mondiale, oui. Oui, c'est probablement pas plus que 3000 personnes, disons. 3000 personnes qui sont tout en haut de la pyramide. Malheureusement, ils sont là-dedans, ce sont des oligarques, et il y a aussi certainement des membres de l'Église. Tout le monde a été soudoyé, a reçu de l'argent. Tout le monde est concerné. Oui, bien sûr, les médias, ils planifient ça depuis longtemps. Il y a une chose, c'est que, vous savez quelque chose que personne d'autre n'a regardé avant. Il y avait quelqu'un qui a écrit que Bill Gates, à travers sa fondation, en plus d'être exempté d'impôts, est celui qui a commencé très tôt à financer des reporters, des journalistes, au moment où ils vont chercher du travail chez CNN, CBS ou autres. De toute façon, ils sont déjà endoctrinés. Ah oui, c'est un problème majeur. D'accord.
Nous en avons parlé aujourd'hui justement avec notre conseiller juridique en chef, le professeur Martin Schwab. Il n'est pas lié à Oui, oui. Et il nous a alerté notre attention encore une fois sur ce fait, c'est les médias. C'est les médias grand public. Nous les appelons les anciens médias par opposition avec les nouveaux médias alternatifs. La propagande fonctionne et ils payent depuis longtemps ces médias pour exercer cette propagande, au moins une décennie. Oui, très longue. Et Internet est la technologie qui a été totalement... comment sont-ils venus en premier lieu ? La plupart de ces technologies ont été développées par l'armée américaine. Oui, ils ont investi dans Amazon, dans Google, etc. Oui. Oui, c'est juste. Et je serais ravie de savoir quel accord a été conclu en 1995 entre la justice américaine et Bill Gates à ce moment-là. Il était absolument... Il était sur le point de tout perdre. Et puis soudain, il est devenu philanthrope. Comment cela s'est-il passé ? Alors la question est de savoir ce qui a changé avec le ministère de la Justice. Oui, il doit y avoir un accord, c'est très évident. Oui, exactement. Il y a beaucoup de choses que je veux dire. Si on ouvre les yeux et qu'on regarde les choses, on commence à comprendre. Mais le problème, c'est... Encore une fois, je pense que c'était en préparation. La plupart des jeunes tombent amoureux de la technologie, c'est addictif. L'iPhone est absolument addictif. Vous marchez dans la rue, les gens ne sont même pas là. Ils regardent les lumières, ils regardent l'écran, ils se réveillent et... Vous voyez, maintenant, c'est presque comme un enfant avec un ours en peluche. Vous pouvez imaginer un enfant, il imagine cet ours en peluche, il aime faire tant de choses avec lui. Ils ne peuvent pas imaginer que toutes ces données vont être utilisées, tous ces secrets, toutes ces relations. Ils ne peuvent pas faire le lien. Ils pensent que nous sommes fous. Ouais, c'est une question vraiment intéressante. Il y a dû avoir un accord, c'est évident. J'aimerais juste ajouter une chose au sujet des projets de Klaus Schwab. Cette pandémie représente une rare fenêtre d'opportunité pour réfléchir, réinventer et réinitialiser notre monde. Rien ne reviendra à la normalité. Parce que dans cette crise, les problèmes liés au coronavirus marquent un point d'inflexion sur notre trajectoire mondiale, ce à quoi la 4e révolution industrielle mènera est une fusion de notre identité physique, numérique et biologique. C'est le transhumanisme en d'autres termes. Mais ils sont sérieux. Je sais que quand la première fois j'ai entendu le concept de transhumanisme, j'ai dit « Oh, c'est ridicule !» Oui, mais c'était il y a quelques années. Et maintenant, c'est ce qu'ils prévoient. Ils ont beaucoup de technologies pour le faire. Je sais. Oui, nous voyons ce danger et je pense que ces gens sont vraiment des fous furieux. Je sais, mais regardez, donc, tout ce monde à l'extérieur, Hitler était... C'est exactement la même chose. Oui, nous prenons cela vraiment au sérieux. Totalement d'accord, Vera. Je ne vais pas pouvoir dormir ce soir, mais c'est important de savoir ces choses, c'est important. Cela a toujours été ma ferme conviction que nous devons savoir ce qui se passe. Si nous ne savons pas ce qui se passe, nous n'allons pas faire les bons choix. C'est pourquoi je suis extrêmement reconnaissant que vous soyez là aujourd'hui. Nous restons en contact et je pense que nous devons rester en contact. Et nous allons arrêter ça. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Et ils réussissent parce que les gens préfèrent regarder ailleurs. Ils ne réalisent pas que leur vie entière
est en jeu. Les gens sont convaincus qu'en gardant les distanciations sociales et le masque, ils sont de bons citoyens. Waouh, merci beaucoup. Nous serons en contact. Je pense que si nous pouvons, et j'espère que nous allons aller dans une bonne direction à partir de maintenant. Nous vous reparlerons dans des meilleures circonstances, mais jusque-là, nous allons simplement continuer de coopérer. Aussi. Continuez de coopérer. Ah oui, super, et excellent. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Vera. C'était choquant, mais très utile, je pense. Très utile. J'espère aussi. Malgré tout, passez un super week-end. Merci, vous aussi. Merci. Au revoir.